Depuis le 9 novembre 2023, s'est ouvert ici, au Palais des Congrès de Cotonou, l'édition 2023 du Salon national du livre. 4 jours de rencontres et d'échanges entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Et l'un de ces acteurs qui fait sensation ces derniers jours et dont le nom fait la une des médias est Florent Hunjo, sacré Grand Prix littéraire 2023. L'auteur de la pièce de théâtre intitulée Dans les limbes est l'invité de ce numéro spécial consacré au Salon national du livre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Florent Hunjo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va. Alors, finaliste du Grand Prix littéraire du Bénin en 2021 ainsi qu'en 2022 et enfin sacré Grand Prix littéraire en 2023. Le chemin aura-t-il été long? Oui, j'aurais été très persévérant. Oui. Et je ne peux que rendre grâce pour cet aboutissement qui n'est pas une fin en soi, qui est plutôt un nouveau départ. Oui. Oui. Un nouveau départ dans votre carrière d'écrivain, c'est bien ça? Oui, un nouveau départ puisque recevoir cette impressionnante distinction, c'est une responsabilité, c'est une énorme charge. Et je me dois de soigner mes prochaines parutions. Vous voyez, je me dois de m'imposer aussi au-delà des frontières nationales, ce qui requiert beaucoup de travail, beaucoup de sérieux dans ce que je sais faire et que je vais forcément améliorer. Je vais forcément améliorer pour que la confiance de mes lecteurs, de tous ceux qui me soutiennent, du public béninois, pour que cette confiance-là soit constante. Alors, la littérature est une affaire de ressenti et de beau. Avez-vous réagi après la réception de votre prix? Que comprendre? Oui, la littérature, c'est une affaire de ressenti et de goût, pas de mots, de goût. Ressenti et de goût. Et là, j'ai enchaîné, il a dit ce qui suppose que le livre est une affaire de relativité. C'est-à-dire que la littérature, ce n'est pas la science. Ce n'est pas de la mathématique où il y a 1 plus 1 égale 2. Il y avait 10 œuvres finalistes. Oui. 10 œuvres finalistes, pas forcément relevant du même genre. Il y avait plusieurs genres. Il y avait le roman, il y avait le théâtre, il y avait des recueils de nouvelles, il y avait des recueils de contes. Tout ça traduit la diversité des genres littéraires. Et c'est dans ce tamas d'œuvres que le jury a jeté son dévolu sur mon œuvre. Je ne peux pas dire que mon œuvre était la meilleure. Non, je ne peux pas le dire. Je dirais que le jury a certainement ses critères et ces critères l'ont amené à choisir mon œuvre. Mais ce n'était pas forcément, je ne peux pas dire que, je ne peux pas prétendre que c'est la meilleure et que les autres ont démérité. C'est pourquoi je disais que, bon, c'est au-delà de ça, c'est le facteur chance aussi à considérer. Vous voyez, c'est cela. Puisque de plus en plus, la littérature béninoise se porte bien. On a de très bonnes œuvres, vous voyez, et les œuvres finalistes étaient de bonne facture. De bonne facture. Voilà. Et justement, votre pièce de théâtre Dans les limbes, quelle est l'histoire que vous racontez à travers cette pièce? Oui, Dans les limbes, nous projette dans un univers insolite. Quand on parle de limbe, vous savez déjà ce à quoi cela peut faire référence. C'est l'imaginaire chrétien. Ce monde, cet univers qui constitue une salle d'attente fait le paradis. Vous voyez, c'est que quand les personnes meurent, quand les gens décèdent, ils ne vont pas directement au paradis. Ils marquent une pause dans les limbes, le temps
que le temps de l'avènement de la fin du monde, où bon, la destination finale sera foulée, voilà, c'est cela. Donc, il y a 4 illustres personnages, 4 illustres figures politiques du continent africain qui se sont retrouvés là-bas. Ces 4 figures-là ont marqué l'histoire politique de l'Afrique de 60 jusqu'aux années, je dirais jusqu'à 87 au moins, puisque le dernier des deux est décédé en 87. Vous voyez? Donc c'est ça. Il y a Sékou Touré, il y a le général de Gaulle, il y a Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle. Bon, je rectifie mes propos, pas 87, en 93, puisque c'est Houphouët-Boigny est mort en 93. Donc, ces 4 personnages, ces 4 figures se sont retrouvés là-bas. Et comme on pouvait s'y attendre, il y a des discussions qui se sont engagées et ce fut l'occasion pour ces figures de ressasser les événements, leurs points de divergence ici, sur Terre, les confrontations qu'ils ont eues sur Terre, ça a été l'occasion pour eux d'échanger, de discuter, de s'expliquer, de confronter leur version des faits, le tout pour tenter d'aboutir à une conciliation de points de vue. Vous voyez, à travers cette image, c'est ces deux Afriques qui s'affrontent. Il y a l'Afrique des panafricanistes, l'Afrique des pro-français. Donc, c'est ce débat-là qui est déporté là-bas et la suite est contenue dans la pièce et j'invite les lecteurs à s'y intéresser car au-delà des souvenirs marquants, des histoires marquantes, c'est que ce sont des instants de vives émotions, des instants de plaisir, parce qu'on arrive, on découvre la personnalité de chacun de ces ténors-là, de chacun de ces figures de proue du continent qui nous ont rejoints et qui ont profité de ce cadre-là pour faire non seulement une rétrospection des événements de l'Afrique, mais aussi une introspection en analysant le présent, en analysant les faits et aussi ayant fait une prospection parce que au-delà de ce qu'ils ont vécu, au-delà de ce qui se passe actuellement, quel futur on peut envisager pour le continent. Donc, c'est comme... c'est pas... je ne dis pas que c'est une approche testamentaire, mais ça en a tous les. Alors, oui. Confronter ainsi ces figures politiques historiques du continent, Houphouët-Boigny, Sékou Touré, Thomas Sankara et le général Charles de Gaulle, n'est-ce pas là un lien trivial que vous mettez en exergue? Oui, vous savez, tout de 60 à ce jour, surtout dans les pays africains francophones, tout tourne autour de cette problématique-là. Les relations France-Afrique. Oui. Les relations France-Afrique, c'est ça. Et en fait, c'est une question d'actualité qui soit toujours d'actualité. C'est une question presque éternelle. Parce que chaque camp défend ses intérêts. Vous voyez, c'est une approche géostratégique. Oui. Vous voyez, la France ne voudra pas que ce précaré, ne voudra pas que ce qu'elle s'est échinée à bâtir, que cela lui parte comme ça, lui vole, je sais pas, que cela lui échappe. Alors, le sujet que vous abordez à travers votre pièce de théâtre fait un peu référence avec la thématique du Salon national du livre, qui d'ailleurs est histoire et littérature, quand la mémoire nourrit la création littéraire. Absolument, absolument. Dans le panel tout à l'heure, je l'ai dit, vous savez, l'écrivain ne peut que transcrire
traduit ce qui est. Et l'écrivain, comme le dirait Stendhal, c'est que il est là, il ne fait que transcrire les événements sociaux, les événements quotidiens. Il n'invente pas. Il n'invente pas. Même si il n'invente pas, vous voyez. Donc c'est cela. Donc forcément, l'histoire joue un grand rôle dans la littérature. L'histoire nourrit la littérature, puisque vous savez que vous avez remarqué qu'il y a 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent et le futur. Il y a 2 temps dont nous sommes sûrs. Le passé existe, on le connaît, et c'est ça, le passé est plus dense. Le présent, il est fugace, il est éphémère. Quand vous choisissez d'écrire aujourd'hui sur le salon du livre qui a démarré maintenant, dès que vous avez publié ce livre-là, ce présent-là serait déjà passé. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc forcément, l'écrivain se nourrit du passé, puisque c'est le passé qui constitue la matière, qui est la mémoire des peuples. Il s'appuie sur cette histoire-là pour nourrir le présent et pour prédire les événements futurs. C'est ça. Donc, c'est pourquoi le thème, ce thème est très intéressant et ça rejoint le contenu de ma pièce. Ça rejoint aussi le contenu de mon roman, le premier qui a été finaliste en 2021, 69, qui rappelle aux lecteurs, à ceux qui l'ont lu, les événements politiques récents du pays, le mercredi rouge et ses corollaires. Si vous voulez lire cet événement à travers la narration littéraire, tout ça là, vous savez ce que vous avez à faire, c'est d'acheter. C'est d'aller se procurer. C'est d'aller 69, voilà. Alors, dites-moi, après le sacre que vous venez de recevoir, le Grand Prix littéraire 2023, quelle est la suite à donner? Quels sont vos projets d'avenir? On peut dire ça ici. Oui, les projets, déjà, c'est ce que vous m'aidez à faire. Vous m'aidez à faire en m'invitant sur votre plateau. C'est vous essayez de me donner une certaine visibilité. Vous m'aidez à communiquer autour de l'œuvre. Et je remercie non seulement votre chaîne et toutes ces chaînes-là qui me sollicitent ces derniers temps pour communiquer autour de cette œuvre-là. Donc, tout au long de cette année, je ne ferai que ça, communiquer, parler littérature, aller en contact de mon public pour parler littérature. Mais est-ce qu'il y a des projets liés, par exemple, à la mise en scène théâtrale? Exactement, merci. C'est une très belle question, puisque le théâtre n'est pas un genre comme les autres. Le théâtre, c'est pas un genre, c'est pas un texte qu'on écrit et qu'on dépose dans une bibliothèque, dans une librairie, non. Quand le théâtre, on écrit le théâtre pour le représenter. Voilà. Le théâtre, c'est un art de scène. C'est un art de scène, c'est que s'il n'est pas représenté, l'objectif de l'écrivain, l'objectif du dramaturge n'aurait pas été atteint. Autrement dit, c'est que vous avez des projets dans ce sens. Oui, bien sûr. Très bientôt, on aura dans les limbes la représentation. Salle nous allons faire descendre les limbes, certainement, sur terre pour vivre. Florent Oudjo, sacré Grand Prix littéraire 2023. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de vous avoir dévoilé à notre public. Merci, c'est moi. Ce sera tout pour ce numéro. À très bientôt.